Honorables sénateurs et sénatrices, je déclare la séance du Comité sénatorial permanent des transports et des communications ouverte. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter un bon retour et j'espère que vous avez bien profité de votre congé estival. Ce matin, le comité poursuit son étude sur les véhicules branchés et automatisés. I'm pleased to introduce our panel of witnesses, M. Patrick Leclerc, President and Chief Executive Officer of the Canadian... Je vous présente nos témoins, M. Patrick Leclerc, le chef de direction de Transdev, et Dominique Lemay, ou plutôt Dominique Lemay de Transdev et Patrick Leclerc de l'Association canadienne du transport urbain. Honorable sénateur, tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'invitation qu'on paraît devant le comité permanent du Sénat sur les transports et les communications dans le cadre de l'étude sur les questions techniques et réglementaires liées à l'arrivée des véhicules branchés et automatisés. Mon nom est Patrick Leclerc, je suis président-directeur général de l'Association canadienne du transport urbain, communément appelée ACTU. L'étude que vous menez est d'une très grande importance alors que le gouvernement canadien a entamé un plan d'investissement sans précédent dans les infrastructures de transport urbain. En effet, au cours de la prochaine décennie, ce sont environ 30 milliards de dollars que le gouvernement canadien investira dans les infrastructures de transport en commun. These investments will completely transform. Ces investissements transformeront nos collectivités pour les générations à venir. L'objectif n'est pas de construire tout simplement le transport collectif, mais plutôt à bâtir des collectivités durables. C'est pourquoi le transport collectif est la pierre angulaire à laquelle se rattache le transport actif et la mobilité partagée pour former un vaste réseau d'options de mobilité efficiente et durable. Notre association explore depuis déjà plusieurs années l'incidence des véhicules autonomes ou les VA. Déployés correctement, les VA contribueront grandement à améliorer la mobilité partout au pays. Toutefois, ils peuvent aussi avoir des incidences très négatives si nous les abordons tout simplement comme une solution miracle pour régler tous les problèmes de la mobilité urbaine. L'avènement des véhicules autonomes représente une belle occasion de compléter et d'améliorer l'offre de services du transport en commun, notamment là où le transport en commun à grande échelle n'est pas optimal, c'est-à-dire dans les zones à faible densité ou à faible demande. Dans ces cas, de petits véhicules autonomes pourront transporter les résidents selon un horaire fixe ou à la demande et les conduire jusqu'à un axe principal de transport en commun rapide et efficace. Une telle approche permettra d'améliorer l'efficience du système et une utilisation optimale des ressources. Now, here's what's missing from... Bon, un élément était absent de la discussion sur les VA jusqu'ici. J'ai déjà dit que l'objectif n'est pas d'aménager tout simplement le transport collectif, mais plutôt de bâtir des collectivités durables. Eh bien, le même principe s'applique aux véhicules autonomes. L'objectif n'est pas leur déploiement comme tel, mais plutôt leur utilisation de manière à améliorer nos réseaux de transport pour renforcer durablement la collectivité. En déployant les VA de concert avec le transport en commun à grande échelle et communautaire, nous optimisons le potentiel de cette technologie. Par contre, si nous nous limitons au déploiement des VA sur l'utilisation privée ou les déplacements d'une ou deux personnes, par exemple en taxi, nous n'atteindrons pas l'objectif de durabilité. Remplacer tous les véhicules personnels par des VA ne réglera pas l'un des principaux problèmes des villes, à savoir la rareté des espaces urbains. Une automobile autonome avec un seul passager à bord ne prend pas moins d'espace urbain qu'un véhicule traditionnel. Les problèmes de congestion de la circulation et de capacité routière ne feront que persister, voire empirer. Certains avancent que les véhicules autonomes réduiront la congestion grâce à un meilleur flux de la circulation. Mais d'autres études indiquent que, en fait, les VA feront augmenter la circulation globale, par exemple en retournant au point de départ pour éviter le stationnement à destination ou en allant chercher d'autres passagers. Il se créerait alors un nouveau type de circulation, les véhicules à occupation zéro. Leur présence augmenterait les kilomètres véhicules parcourus et la circulation dans les deux sens. Ce qui nous amène à l'aspect durabilité. Actuellement, la plupart des discussions sur la durabilité environnementale s'attachent aux émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique. Toutefois, pour évaluer l'incidence globale des véhicules autonomes électriques, il faut réaliser une analyse environnementale de cycle de vie complet. Un VA est en fait un ordinateur sur eau. Il n'a pas grand-chose en commun avec une automobile traditionnelle. Pensez à la durée de vie de votre téléphone intelligent et demandez-vous ce que cela représente pour un véhicule autonome. Dans un rapport publié par Goldman Sachs, Rethinking Mobility, les auteurs disent qu'une automobile autonome privée coûterait environ 50 000 $. Toutefois, toujours selon ce rapport, la durée de vie utile d'un tel véhicule serait seulement de 3 ans, avec 0 valeur résiduelle après 3 ans. Sachant la quantité de minéraux non renouvelables qu'exige la production d'un ordinateur, on peut difficilement concevoir comment des automobiles autonomes privées pourraient accroître la durabilité environnementale du secteur automobile.
Le gouvernement fédéral doit faire preuve de leadership et tirer profit des nombreux programmes fédéraux afin de soutenir la réalisation de projets de démonstration de véhicules autonomes en transport en commun. Finalement, le gouvernement fédéral devra également s'assurer, en collaboration avec les provinces, que la réglementation encadrant l'utilisation des véhicules autonomes soit harmonisée à travers le pays et qu'elle reflète la réalité des réseaux de transport en commun. Merci. Leclerc, Monsieur Lemay, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci aujourd'hui pour nous avoir invités dans le cadre de votre étude portant sur le transport collectif des transports, dont le transport automatisé. D'emblée, je me présente, Dominique Lemay, chef de la direction de Transdev Canada. C'est un plaisir d'avoir l'opportunité de vous rencontrer ce matin afin de vous parler des véhicules autonomes, plus spécifiquement dans le cadre de vos travaux portant sur le transport collectif. Permettez-moi de commencer en dressant le portrait de Transdev au Canada. Transdev, c'est une multinationale qui a été créée en France en 1954 et est leader dans le domaine de la mobilité des personnes à l'échelle mondiale. Implantée dans 19 pays, en 4 zones géographiques, Transdev emploie 83 000 salariés à l'échelle mondiale et génère un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars canadiens. Nous opérons tous les types de mobilité des personnes en passant par le vélo-partage, le vélo-partage, les trains régionaux, les SLR, les métros, les autobus, les traversiers et le développement d'applications aussi mobiles servant à la mobilité. Transdev conçoit, met en œuvre et exploite des dispositifs de transport qui combinent plusieurs modes de déplacement en y associant des services qui facilitent la vie des voyageurs au quotidien. À travers ses opérations directes et celles découlant de ses 83 000 collaborateurs, Transdev gère 43 000 véhicules. Donc, l'idée de véhicules autonomes a un impact majeur sur une organisation comme la nôtre. Ce qui lui permet de faire de la mobilité des personnes un levier de la qualité de vie et du développement des territoires. Le domaine des transports collectifs étant constamment appelé à innover dans la gestion de l'offre de services de mobilité des personnes, Transdev s'est grandement investi afin de toujours être à l'affût des opportunités, des innovations. Convaincu que la mobilité de demain sera personnalisée, qu'elle sera autonome, qu'elle sera connectée et qu'elle sera électrique, nous profitons de la révolution numérique pour développer et proposer à nos utilisateurs une expérience de voyage toujours plus simple, plus souple et au meilleur coût. Fort de nombreuses filiales à travers le monde, Transdev détient depuis plusieurs années des points d'opération au Canada et a procédé à de nombreuses acquisitions au cours des dernières années. En grande majorité dans l'est du pays. Au Québec, l'équipe compte près de 1000 employés, 550 véhicules, offrant 700 000 heures de service à plus de 100 communautés. À York, en Ontario, nous opérons 130, bientôt 160 véhicules avec une équipe de plus de 300 employés. Et c'est très clair qu'on a été impliqué de façon importante au niveau de l'innovation dans la région de York. En Alberta, Transdev fournit l'expertise de l'équipe de gestion qui exploitera le prolongement du système léger sur rail, le Valley Line, une expansion du circuit déjà impressionnant à Edmonton. Transdev combine l'expertise d'une équipe internationale qui a pour mission le développement de la mobilité des personnes et qui passera par les véhicules de transport collectif autonomes. Le Canada ne fait pas exception. Nous avons eu la chance, depuis mai dernier, de pouvoir présenter le véhicule dans un environnement réel dans la grande région de Montréal. Ce type de navette n'a pas comme objectif de remplacer le transport collectif actuel, mais plutôt d'offrir de nouvelles opportunités pour desservir les collectivités. La mise en place de navettes autonomes permettra de faire du rabattement vers des endroits plus achalandés d'une communauté. Elle pourra être utilisée dans des endroits moins accessibles avec des transports collectifs dits réguliers, ou encore pourra être une alternative intéressante à la création de circuits fixes pour un endroit peu achalandé, par exemple les banlieues, mais qui demandera une desserte pour la population. Nous avons tenu un projet de démonstration de 4 jours au Parc olympique, ainsi qu'un essai de 3 jours dans le cadre du Sommet mondial des transports publics de l'Union internationale des transports publics à Montréal, et nous serons à York en novembre prochain. Les différentes démonstrations que nous avons tenues se sont révélées être un modèle fidèle du potentiel des technologies de mobilité que représentent actuellement les projets de Transdev au pays. Je tiens à préciser, Transdev n'est pas un manufacturier, mais réellement un opérateur de mobilité. Le Comité sénatorial des transports et des communications, dont vous faites partie, étudie les questions réglementaires et techniques liées au déploiement de véhicules connectés et automatisés. Des autobus de ce type ont d'ailleurs été développés dans les systèmes de transport communs en Suisse et en France et sous peu aux USA.
Pour le moment, on parle d'environnement contrôlé. On ne parle pas de circulation dans les rues avec le trafic et avec les piétons, mais vraiment des environnements contrôlés. Aux États-Unis, sous peu, ce sera un environnement urbain, mais restreint, contrôlé. Nous sommes d'avis qu'il est important de permettre le déploiement de ces véhicules au Canada et pour ce faire, nous avons besoin d'appui. La clé de la compréhension de cette technologie demeure toutefois de la voir en action. Grâce à une démonstration d'une navette autonome sur la colline du Parlement, à laquelle vous, les membres du comité, êtes invités, vous pourrez expérimenter le niveau de préparation de cette nouvelle technologie et évaluer ses utilisations et ses impacts potentiels sur les communautés canadiennes. Le trajet proposé se déploiera sur une boucle autour de la colline du Parlement, passer l'édifice de l'Est, l'édifice du Centre, l'édifice de l'Ouest et la flamme du Centenaire. La navette autonome sera dans un environnement réel, avec des piétons et des véhicules traversant son chemin le long du parcours, ce qui reste quand même un environnement contrôlé comparativement aux rues. Transdev Canada, membre de l'Association canadienne du transport urbain, présentera son véhicule autonome demain, le 20 septembre, en avant-midi. La démonstration commencera à 9h30 pour une séance privée d'essai d'environ 1 heure pour le Comité sénatorial des transports et des communications. Il ne fait pas de doute que le Canada représente un véritable marché d'avenir pour Transdev. À cet égard, la division canadienne est reconnue pour son dynamisme dans tout le groupe et les possibilités et perspectives de développement sont à l'image de la taille du pays, immense. Mesdames et messieurs les sénateurs, membres du comité, merci de votre attention. Il nous fera plaisir maintenant de répondre aux questions. Merci, M. Lemay, M. Leclerc. On va commencer par le sénateur Boisvenu. Alors, monsieur, merci beaucoup pour votre présentation très instructive et très encourageante également. Moi, j'ai quelques questions par rapport aux infrastructures, qui est ma plus grande inquiétude par rapport à l'adaptabilité de ces nouvelles technologies, considérant d'abord l'état de nos infrastructures qui sont, à certains égards, en retard. C'est pas pour rien que le gouvernement investit massivement des milliards dans ce domaine-là. Et l'autre élément, c'est notre température. Nos températures qui font en sorte que 6 mois par année, je veux dire, nos routes sont presque invisibles. Sinon, soutenues par du sel et du gravier qui fait en sorte que... Donc, je me dis comment ces technologies-là vont pouvoir, je dirais, gérer ces éléments-là qui risquent de réduire beaucoup le niveau de sécurité. Peut-être juste d'abord sur un point que vous avez mentionné, Monsieur le sénateur, sur la question des infrastructures. On sait que le gouvernement fédéral fait des investissements sans précédent de l'ordre d'au moins 30 milliards de dollars dans les infrastructures de transport en commun. Et la question de nous assurer d'investir en transport en commun dans des infrastructures d'avenir est primordiale. Le gouvernement nous pose souvent la question à savoir comment vous faites pour planifier pour l'avenir alors qu'on ne sait pas à quoi ressemblera le secteur de la mobilité urbaine en 2030. Donc ça, c'est un enjeu. C'est pour ça que nous, en tout cas, à l'association, avec les membres, on travaille depuis 2012 sur la question des véhicules autonomes. La question de l'infrastructure, si on regarde dans un environnement comme M. Lemay le mentionnait, un environnement qui est contrôlé, donc les premiers tests se feront dans des environnements comme ça. Et on peut imaginer par la suite qu'on parle d'un système rapide par bus, par exemple, comme on a le Transitway ici à Ottawa, qui est un environnement complètement contrôlé. Là, on pourrait imaginer que le développement va se faire là. Il y a déjà des investissements. Donc, on doit penser dans cette optique-là. Sur l'autre point, la température, vous avez tout à fait raison, et c'est un point qu'on a beaucoup entendu aussi sur la question de la mise en service des autobus électriques. Donc, si on retourne il y a juste 2 ans, tout le monde se dit est-ce que les autobus électriques peuvent vraiment circuler dans un climat qui est froid? Et la ville d'Edmonton vient d'acheter, en tout cas, va acheter 40 autobus électriques. Et on peut dire que le climat à Edmonton n'est pas particulièrement clément en hiver. Donc, la technologie évolue extrêmement rapidement. Et j'imagine que ce sera le cas également des véhicules autonomes. Mais je laisse la parole à mon collègue. Oui, mais si je peux ajouter, c'est ça, au niveau des infrastructures, à l'heure actuelle, le modèle de design des véhicules autonomes permet d'avoir tous les équipements sur les véhicules. Donc, on ne parle pas d'infrastructures supplémentaires qui pourraient être requises. Il y a 6 niveaux, dans le fond, d'évolution de véhicules autonomes, des niveaux de 0 à 5. Et 0 étant la voiture ou l'autobus traditionnel, et 5 étant le véhicule entièrement autonome dans toutes conditions.
À l'heure actuelle, le développement, la technologie, entre 2009 et aujourd'hui, a atteint le niveau 4, dans le fond. Ou le niveau 4 où il y a une autonomie, mais pas dans toutes les conditions. Il y a une autonomie dans des conditions plus particulières. Et c'est seulement certaines compagnies comme Google qui atteignent ces niveaux-là, niveau 4, mais pratiquement toutes les compagnies de voitures s'en viennent avec ça, donc les autobus aussi. Le véhicule qui va être utilisé pour la démonstration demain est un véhicule de niveau 3, donc il y a un opérateur à l'intérieur en cas d'urgence qui peut porter assistance au système. Mais la prochaine génération de véhicules autonomes, d'autobus autonomes qui sortent sur le marché, sont des véhicules même sans conducteur, donc un centre de contrôle va pouvoir contrôler. Donc, au niveau des infrastructures, le requis, c'est très peu parce que ça vient équiper sur les véhicules. Le véhicule que vous allez pouvoir tester ou essayer demain est arrivé ici dimanche soir ou hier matin. Il a roulé sur le circuit, il a enregistré les données du circuit et il fonctionne. Donc, il n'y a pas d'installation, aucun équipement à installer. Ça, c'est au niveau des infrastructures spécifiques. Il va y avoir peut-être, lorsqu'on va vouloir atteindre l'autonomie de niveau 5, qui est l'entière autonomie dans toutes les conditions, il va peut-être y avoir des équipements ou certaines infrastructures qui devront être installées dans les villes pour permettre aux véhicules de communiquer avec ces équipements-là, qui pourront donner de l'information sur les trajets. On n'est pas encore là. Par contre, si je viens au niveau de la sécurité, à l'heure actuelle, dans le monde, il y a environ 1000 décès par jour pour des accidents en automobile. Et on est en train de vivre l'entrée sur le marché des véhicules autonomes. Et lorsqu'il arrive un événement sur la planète, c'est normal, on en entend parler. Les véhicules autonomes sont équipés de multiples lasers, de multiples de systèmes de détection, de caméras, et ils ont un ordinateur embarqué, puis ils vont pouvoir aussi communiquer avec un centre de contrôle, donc communiquer avec d'autres véhicules, d'autres équipements, lorsqu'on parle connecté. Et lorsqu'un pas est fait avec ces véhicules-là, la sécurité est vraiment assurée. Le véhicule que vous allez essayer demain a un laser sur le toit qui permet de voir à 200 mètres s'il y a des obstacles différents qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à maintenant sur le trajet. Il y a une caméra en avant qui permet d'évaluer à proximité du véhicule qu'est-ce qui se passe. Il y a un laser en avant et en arrière sur 16 couches qui permet de voir les obstacles ou s'il y a des choses en mouvement. Et il y a au niveau du sol, à 30 cm du sol, un laser qui fait 40 mètres tout le tour du véhicule pour détecter tout obstacle qui pourrait, ou tout objet en mouvement autour du véhicule. Donc, en termes de sécurité, ces véhicules-là, ce qu'ils font, sachant qu'il arrive un petit événement, c'est dans les médias, dès qu'il y a un problème, les véhicules ralentissent ou même arrêtent. D'où la nécessité de les opérer en environnement contrôlé à l'heure actuelle, parce que dans le trafic ou avec un grand achalandage de piétons, à l'heure actuelle, ces véhicules-là seraient toujours au ralenti ou arrêtés. Donc, dans un environnement contrôlé, on n'a pas ça et ils peuvent rouler. Donc, en termes de sécurité, le système embarqué assure une sécurité qui va être sans précédent et sans commune mesure avec les voitures. Vous savez, un humain qui conduit, c'est difficile à prévoir son comportement. Une machine a des paramètres et va pouvoir communiquer ces paramètres. Donc, c'est beaucoup plus facile et ce sera beaucoup plus sécuritaire. Et c'est clair que les véhicules autonomes vont sauver des vies, mais les véhicules autonomes combinés à la conduite humaine, pendant un certain temps, il va y avoir une adaptation. Et pour qu'ils soient pleinement à leur plein potentiel sur les routes, il va falloir que les autres véhicules aussi soient équipés, soient connectés pour pouvoir communiquer de l'information et permettre aux véhicules autonomes de bien fonctionner. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Très longue liste. Ma deuxième question, c'est votre paragraphe qui traite de l'accessibilité à ces nouvelles technologies-là. C'est sûr que les gens dans les centres urbains vont profiter d'une économie d'échelle à partir du transport en commun. Oui. Je pense, le Canada, c'est un très grand pays avec des régions qu'on veut pas dégarnir de leur population. Hein. Les gens veulent rester. Je me dis, comment les régions éloignées vont pouvoir avoir accès à ces technologies-là, sachant qu'il n'y a pas de transport en commun qui existe dans la majorité des régions éloignées. Parce que je regarde le coût, là, on parle de 50 000 par véhicule, alors qu'un véhicule à essence actuellement coûte, on peut en avoir en bas de 10 000 .
ces gens-là ne seront pas quelque part pénalisés par rapport à l'accessibilité de cette technologie-là? Je crois pas. On parle de 50 000 $ pour des nouveaux produits. C'est comme si on compare avec tous les éléments de technologie qui arrivent, les télévisions, les téléviseurs à écran plat. On parle à 20 ans, 30 ans, cette accessibilité-là universelle. Là. C'est clair. Mais à court terme, ces gens-là vont être relativement pénalisés pour acquérir cette technologie-là. Ça va être plus les centres urbains qui auront accès à... Il y a deux choses, je vous dirais. Les véhicules individuels, l'auto solo, c'est clair que le produit, au départ, va être plus cher, donc plus difficile à acquérir. En même temps, c'est là qu'il faut se préparer pour le transport en commun. Le transport en commun, c'est une acquisition de société. Et peut-être qu'au départ, les équipements vont être aussi un peu plus chers, mais les compagnies qui préparent ces véhicules-là visent des marchés à l'heure actuelle qui sont des marchés nouveaux. Donc, il va y avoir l'auto solo si on n'est pas préparé au niveau du transport collectif pour avoir la mobilité autonome. Il va y avoir des nouveaux marchés qui vont être créés avec l'auto solo. Donc, il va y avoir une augmentation des voitures. Et c'est une réalité. Si vous regardez Google, leurs nouveaux vidéos qui annoncent les voitures, ce qu'ils ciblent comme population, ils ciblent les personnes à mobilité réduite. Et ils vont cibler les enfants, dans le fond, où on laisse nos enfants monter à bord du véhicule pour aller à leur match de soccer, etc. Et ils vont cibler aussi les personnes, les seniors qui n'ont plus la capacité de conduire, mais peuvent tout à fait se déplacer, qui vont dire, moi, je veux avoir un véhicule autonome pour encore me déplacer. Et mon père l'a vécu. À 85 ans, il a dû arrêter de conduire. Il y a 91, il pourrait encore se promener avec un véhicule autonome. Donc, ces marchés-là sont ciblés. Ça va créer une augmentation du parc de voitures. Donc, au niveau du transport, de la mobilité des personnes, il faut se préparer. Et là, le coût peut être absorbé de façon au niveau de la société et le coût de véhicules va baisser aussi rapidement. Donc, c'est là qu'il faut organiser, même pour les communautés plus éloignées, dire est-ce qu'on peut avoir ce genre de navette-là autonome qui roulent dans nos secteurs et qui peuvent être appelés sur demande pour aller chercher des gens puis faciliter la mobilité. Éviter dans les banlieues, dans certains cas, la troisième voiture dans l'entrée. Est-ce qu'on a besoin de la troisième voiture dans l'entrée qui vient sur l'autoroute, qui congestionne tout ça? Donc, en termes de coût, l'auto solo, c'est clair qu'au départ, ça va être plus cher. Comme toute nouvelle technologie est plus chère. En termes de transport en commun, je crois qu'on va avoir des solutions efficaces rapidement. Merci. Merci, M. Lemay. Merci, Sénateur Boisvenu. J'ai une très longue liste, donc des questions plus courtes, puis des réponses, M. Lemay ou M. Leclerc. Si on veut être capable de passer la liste au complet, j'ai le sénateur Bovey, sénateur Griffin, sénateur Eagleton, sénateur Mercer, sénateur Saint-Germain et le sénateur Cormier. Donc, on va commencer par la sénatrice Bovey. Thank you very much. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et j'aimerais dire qu'on améliore les réseaux de transport pour des communautés durables. Bon, j'ai une question. Je reviens de France et si j'ai bien compris, Transdev a divers projets pilotes en France et il y a là le premier service commercial sans chauffeur. Alors, il y en a sur les autoroutes en France pour de très courtes distances. Les motocyclistes roulent parfois sur la ligne blanche. Alors, nous tous qui étions dans le véhicule avions assez peur. Comment est-ce que le service commercial sans conducteur, sans chauffeur, s'insère dans l'ensemble des services? Les routes sont à 130 km/h, à 110 en cas de conditions d'humidité. C'est une situation bien différente de ce qu'il y a au Canada et je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait avoir des camions sans chauffeur. Je dois dire que nous n'en sommes pas encore à ces véhicules autonomes. Tout d'abord, il y aura des autobus sans chauffeur et des navettes dans des environnements contrôlés. Ensuite, dans les villes, dans les secteurs à faible vitesse. Avec la technologie, dans les années futures, on va avoir, par exemple, les autoroutes à haute vitesse. Mais on n'en est pas là. Et on n'y travaille même pas encore. On peut faire de la recherche là-dessus et vous dire ce qu'il en est, mais on ne parle pas encore d'autobus, d'autocars à haute vitesse sur les autoroutes.
Très bien. Alors, une question complémentaire. Vos projets pilotes, alors, est-ce qu'il y en a pour les services commerciaux sans chauffeur? Oui, toujours dans des contextes urbains et contrôlés et densément peuplés. Il y en a un qui va commencer aux États-Unis. L'annonce sera faite dans les prochaines semaines. On sera dans un environnement privé, c'est-à-dire une collectivité emmurée, et les véhicules seront des navettes qui amèneront les gens de leur maison jusqu'au service de transport en commun, mais pas jusqu'à leur destination finale. Il s'agira de rabattement vers le service de transport en commun. Ça pourrait être dans un petit quartier aussi. Très bien, cette phraséologie avait semé la confusion dans mon esprit. Merci. À la suivante. Quelques courtes questions. Tout d'abord, vous avez parlé de l'importance de la collaboration avec les provinces pour qu'on ait les bons règlements. Avez-vous mené des consultations auprès des provinces vous-même ou vos organismes? Oui, nous avons 7 provinces qui sont membres de notre organisme et nous avons tenu ces discussions. Et on suit de près ce qui se passe aux États-Unis et aussi ce qui se passe au Canada. Nous travaillons aussi avec Transport Canada à déterminer quels seront les règlements. Quand on déploie du transport en commun ou des navettes, ce sont des services locaux. Dans certains cas, on recourt à des routes de réglementation provinciale ou municipale. Et il y a donc un environnement réglementaire différent. Si on veut attirer des investissements et déployer la technologie, il faut s'assurer qu'on ait quelque chose d'harmonisé partout. Actuellement, ce dialogue n'a pas encore lieu. Je pense que l'Ontario est la seule province qui a permis sur certaines routes des véhicules autonomes. Nous voulons qu'il y ait des projets pilotes dans divers contextes. Pour cela, il faut qu'il y ait des règlements au préalable. Merci. Vous avez parlé de certaines choses que le gouvernement fédéral pourrait faire pour faire preuve de leadership. Si vous deviez choisir la fonction principale de ce genre, est-ce que ce serait la réglementation ou les instruments financiers pour faire avancer les projets de véhicules autonomes? Qu'est-ce que ce serait? Pour moi, ce serait des projets pilotes dans divers environnements. Actuellement, on fait des tests avec les véhicules autonomes privés. Mais le gouvernement devrait regarder les programmes dont il dispose déjà et s'en servir pour soutenir ces projets pilotes. Et il faut que ce soit par étapes. On peut commencer par des navettes, comme le disait M. Lemay, et il y a divers autres modèles. That are produced in 3D printing. Il y a l'intelligence artificielle, il y a l'imprimerie 3D pour produire des véhicules. Alors, il y a toutes sortes de projets intéressants. Il y a le long terme aussi. Daimler a mis au point l'autobus de l'avenir qui a été déployé à Amsterdam, par exemple. Dans un corridor de transport en commun rapide, je pense que c'est un lien vers l'aéroport, il y a cet autobus. C'est un environnement contrôlé puisque ce sont des voies réservées. Ce sont des autobus de 12 mètres de long qui transportent beaucoup de voyageurs. Donc, il faut examiner la technologie. Le gouvernement fédéral pourrait vraiment déployer des projets pilotes pour en tirer des leçons qui pourraient servir à l'échelle du pays par la suite, mais il faudrait voir ce qui se fait ailleurs, faire de la recherche et du développement. Merci. Sénateur Eggleton. Monsieur Leclerc, certains de nos témoins ont parlé des avantages des véhicules autonomes. Par exemple, la réduction de la congestion routière, la réduction du nombre de stationnements et plus de sécurité. Mais vous dites que ça pourrait aggraver la situation. Et vous avez dit que si on ne fait que mettre les véhicules autonomes sur la route, et qu'on a des véhicules solo,
on ne règle pas le problème. Vous dites que ça pourrait même aggraver la situation si le véhicule n'est pas stationné, si le véhicule retourne à la maison, par exemple. Ça ne ferait qu'alourdir la circulation. Et vous avez aussi fait une comparaison avec les téléphones intelligents en termes de technologie. Vous avez parlé de 50 000 $. D'après Goldman Sachs, ce serait le coût initial de ces véhicules. Mais avec les progrès de la technologie, ils seraient rapidement obsolètes et n'auraient plus la même valeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une culture de la voiture et ça ne s'améliorera peut-être pas, d'après ce que nous disent les témoins. Merci pour votre question. Je suis ravie que le comité considère toutes les options parce que vous allez conseiller le gouvernement, vous allez faire des recommandations. Oui, c'est essentiel. Il y a un mythe actuellement et voilà pourquoi il faut éviter l'approche qui consiste à proposer une panacée. Il faut déployer la technologie ou les solutions en fonction des problèmes. Au sujet de la congestion et du stationnement, vous avez parlé de la congestion, du stationnement et de la sécurité. Bon, pour la sécurité, il est clair que les véhicules autonomes, même les véhicules solos, sont plus sûrs parce que l'ordinateur ne sera pas distrait, ne va pas texter pendant qu'il conduit. Donc, la sécurité n'est pas le problème. Pour le stationnement et la congestion, oui, c'est vrai, on obtient sur les rues un espace de stationnement, mais il faut voir comment on s'en servira. On ne règle pas nécessairement le problème de la congestion. Quand d'aucuns disent qu'on va régler le problème de la congestion ou qu'on l'améliorera, c'est d'imaginer un environnement où tous les véhicules sont complètement autonomes et automatisés au niveau 5 et qu'il n'y a pas de chauffeur. À ce moment-là, on peut optimiser la distance entre les véhicules et la circulation parce que les véhicules vont partager l'information, ils vont se parler les uns aux autres, ils vont pouvoir se suivre de près. Et c'est une chose qu'on voit, par exemple, dans le secteur ferroviaire. Avec le SkyTrain, il est complètement automatisé depuis 1986. On a des gains d'efficience avec un contrôle automatisé. Ce sera la même chose dans ce cas-ci, mais il faudrait que tous les véhicules soient automatisés. Dans ce processus-là, sans ce processus, il y aura de la congestion. Il y aurait des véhicules sans occupants qui risquent d'aggraver la congestion aussi. On pourrait avoir aussi davantage de covoiturage. Mais s'il y a des véhicules sans occupants, on perd l'efficience. Quelqu'un qui a un véhicule de 50 000 $, qui l'amène au travail et qui revient tout seul à la maison, vous comprendrez que ça va aggraver la congestion. Actuellement, on a la congestion juste dans un sens. Là, on l'aurait dans l'autre aussi. Quand j'ai parlé de l'impression 3D et de la durabilité, il y a une chose actuellement, on pense, quand on parle d'environnement, au GES. Mais si on extrait tous les minéraux nécessaires pour produire les systèmes électroniques, si on produit plus de véhicules autonomes, ce ne sera pas plus écologique. Pas du tout. Voilà pourquoi il faut éviter ça. Il faut considérer toutes les options, y compris le transport conventionnel, pour régler les problèmes qui existent sur les routes. Je ne pense pas que les véhicules autonomes vont régler les problèmes sur les grands axes routiers, sur les grandes autoroutes, mais plutôt sur les routes en contexte contrôlé. Bon, j'aimerais approfondir tout ça, mais j'aimerais poser une question à M. Lemay d'abord. Vous dites que les véhicules que vous avez dans votre réseau, et vous pensez particulièrement à la Suisse et à la France, sont tous sur des routes privées, pas des routes publiques. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de règlements? Est-ce que c'est interdit de les amener sur les routes publiques? Est-ce que c'est parce que vous ne faites pas confiance à la technologie jusqu'ici? Il y a deux raisons. Ce n'est pas une question de manque de confiance. Oui, partout dans le monde, les règlements auront du mal à s'adapter à la technologie. Les véhicules
d'autonomie zéro ont été produits il y a 8-9 ans. En 8 ans, on s'est rendu au niveau 4. Donc, le niveau 5 va arriver sous peu. Habituellement, on parle à des experts, combien de temps ça va prendre, et on se rend compte que ça prend moitié moins. Donc, les lois, les règlements ont du mal à suivre, et c'est la même chose partout. Pour les lois et règlements, il faudra des projets de loi précis pour qu'on puisse mettre ces véhicules sur les routes publiques. Deuxièmement, nous avons des véhicules autonomes de niveau 3. Ils doivent être dans un certain périmètre. Et lorsque ces véhicules voient des cibles mouvantes, comme des personnes ou d'autres véhicules, ils ralentissent. Alors, dans une situation de route ordinaire, ils seraient toujours à l'arrêt ou ralenti. Voilà pourquoi il faut qu'on s'en serve seulement dans des contextes contrôlés. Mais la prochaine génération arrive maintenant et nous pourrons faire davantage de tests dans la circulation. Mais il faut être prudent. Un événement a beaucoup de retentissement, comme le cas de Tesla, oui. Et c'est la même chose aussi pour les ascenseurs dans les immeubles. Depuis 1900, les ascenseurs peuvent être automatisés. Il a fallu des années pour qu'on accepte cela à l'époque parce que les gens ne voulaient pas entrer dans un ascenseur automatisé sans opérateur. Et maintenant, il n'y a pas de problème. Une courte question. On parle de divers niveaux d'automatisation. Le niveau 5 est le plus élevé, celui de l'automatisation complète, où aucun chauffeur n'est nécessaire. Vous pensez que ça s'en vient bientôt, ça? Je peux commencer? Certains experts disent des décennies encore. Et je vais donner un exemple que nous avons vraiment vu à Transdev. Il y a 2 ans, nous nous sommes adressés à un groupe de spécialistes et nous essayions d'évaluer quand ces technologies seraient en place. Je ne suis pas spécialiste, je suis plutôt un opérateur, mais nous avons des techniciens qui nous ont dit qu'en 5 ans, nous pourrions avoir des VA commerciaux. On l'a déjà. Donc, ça a pris 2 ans au lieu de 5. Pour ces 5 niveaux, le niveau 1 en 1 an, niveau 2 en 5 ans, niveau 4 en 4 ans, tout ça, ça fait 10 ans et on est en fait au niveau 4 en 7 ans au lieu de 10. Alors, je dis que dans moins de 5 ans ou d'environ 5 ans, on arrivera à la catégorie 5. Des experts vous diront dans des décennies, mais si on regarde la tendance passée, c'est de cet ordre-là. Donc, il faut des règlements qui vont aussi permettre cette évolution rapide. Merci, Monsieur Leclerc. Dominique a été brave, il a parlé de 5 ans. Moi, je ne m'avancerai pas comme ça. Les experts ont toutes sortes d'opinions là-dessus. Je ne suis pas expert sur le développement des technologies. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de veiller à ce que la technologie fasse l'objet des règlements voulus étant donné son évolution. Si la technologie est prête dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ou dans 30 ans, ça aura des incidences. Si on attend que la technologie soit là pour adopter des règlements, si c'est dans 5 ans, on ne sera pas prêt. Et si on a un règlement dans 10 ans et que la technologie arrive dans 30 ans, on sera également prêt. Alors, on peut déjà réserver un véhicule pour... on peut déjà vous réserver pour que vous veniez en 2022. Je ne fais pas de promesses. Avec les politiciens, les promesses sont toujours tenues. Moi, je serai là dans 5 ans. Et le sénateur Dawson et moi pouvons prendre l'engagement de vous réinviter pour nous dire si ça a été réussi ou pas. Ma question s'adresse à M. Leclerc. Un des problèmes qu'il y a avec ces technologies, c'est la base.
il faut penser au Canada rural. Au Canada rural, les Canadiens sont isolés, sont loin des services. Ils doivent se rendre là où sont ces services, dans les centres urbains. Et au fur et à mesure du vieillissement de la population, il y a plus en plus de gens qui sont plus isolés parce qu'ils perdent la capacité de conduire, donc de se rendre dans les communautés où les services sont offerts. Comme les membres du comité le savent depuis déjà longtemps, je sais qu'il existe seulement un système de transport public rural au Canada et en fait, c'est dans la région d'Annapolis, en Nouvelle-Écosse. Et bon, cela présente un avantage en fait parce qu'il n'y a qu'une autoroute qui traverse chaque collectivité. Mais est-ce que cela pourra réellement régler le problème de l'isolement des Canadiens en région rurale? Parce qu'ils ont souvent besoin de se rendre dans les villes, par exemple, pour consulter un médecin ou obtenir d'autres services qui n'existent pas en région rurale. Et au fur et à mesure du vieillissement de la population, la demande pour ce genre de transport ne va qu'augmenter. Ou bien l'on oblige les Canadiens en région rurale à déménager. Et affluer vers les villes qui, premièrement, sont déjà très congestionnées et, deuxièmement, auxquelles ils ne sont pas habitués. Comment peut-on donc alléger le problème? Si monsieur commence, il nous dira non seulement que le problème peut être réglé, mais il nous donnera également une échéance. Bon, écoutez, en ce qui concerne le rythme de l'évolution, c'est-à-dire les véhicules personnalisés, autonomes, connectés et électriques, eh bien, avec ces outils-ci qu'on a, dont on dispose, l'on peut partager déjà plein d'infrastructures. Ces outils ont transformé ou bouleversé les choses. Les véhicules autonomes comme tels ne changeront rien, mais les véhicules autonomes connectés, par contre, autorisent tout. Ils donneront aux collectivités isolées une navette partagée qu'il suffit d'appeler et qui viendra vous chercher sur demande. C'est là l'avenir de ces véhicules. Mais encore faut-il qu'ils soient connectés aux autres technologies. Oui, mais à quel coût? Quel coût pour la municipalité? Si c'est public, quel genre de municipalité pourra s'offrir ce genre de service? Parce que ces petites municipalités rurales ne disposent pas d'un bassin fiscal très important. Et l'argent, comme d'habitude, est le nerf de la guerre. C'est très beau d'avoir ce service qui pourront aider les Canadiens en région rurale. Encore doivent-ils pouvoir s'offrir ce service, notamment les Canadiens d'un certain âge. Oui, effectivement, sénateur, c'est là où le bas blesse. Non seulement ici au Canada, en Amérique du Nord, mais ailleurs. Les personnes qui vieillissent, si elles ne peuvent pas conduire, eh bien, elles seront d'autant plus isolées. Il faut donc absolument leur offrir un service qui les rapproche de leur collectivité. C'est pourquoi il nous faut des solutions axées sur les personnes, des solutions qui règlent réellement un problème. Par exemple, vous avez parlé de King's Transit. King's Transit est un de nos membres. Ils servent Miramichi, 18 000 personnes. Et ils ont vraiment un excellent service. Et un service qui dessert bien la collectivité et qui est essentiel. Actuellement, les résidents de Miramichi ont accès à un autobus de 40 pieds qui passe à chaque heure. Donc, vous avez rendez-vous chez votre médecin à 12h35. Votre autobus passe à midi. Le trajet tarde 15 minutes. Vous devez prendre l'autobus de midi. Pas de problème. Par contre, si vous ratez l'autobus, vous devez prendre un taxi, ce qui revient cher.
Donc, ces véhicules peuvent être déployés soit sur des parcours fixes, en région urbaine par exemple, soit sur des parcours sur demande en région rurale. Le service sur demande peut être inappréciable. Une personne qui doit se rendre chez le médecin n'a qu'à appeler la navette et l'avoir chez elle une demi-heure plus tard. Alors, quels sont les coûts? Eh bien, il y a deux types de coûts. Le coût de la main-d'œuvre et le coût du carburant. Si le véhicule est autonome, il y a déjà plus de main-d'œuvre. La personne est remplacée par un système d'exploitation qui coûte peut-être 10 000 $ par année. Bien entendu, il faut mettre à niveau le réseau de transport en commun pour accueillir ces systèmes d'exploitation qui est beaucoup plus élevé. Mais tout dépend de la solution que l'on veut. Veut-on une solution axée sur la personne, sur la collectivité? Eh bien, c'est par là qu'il faut passer. Une dernière question. L'on doit écarter l'option du taxi, parce qu'en région rurale, il n'y a pas de taxi. Et si, par hasard, vous payez un voisin pour vous conduire, eh bien, premièrement, vous êtes en taxi non réglementé. Et deuxièmement, vous allez payer beaucoup plus cher le service. Et les petites municipalités ne peuvent pas s'offrir ce genre de service. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre présence et de l'intérêt de vos présentations. Moi, je m'intéresse au volet de l'adaptation des politiques publiques et des programmes de soutien conséquents, qu'on soit au niveau fédéral, provincial ou municipal. Un certain nombre de contradictions nous apparaissent assez évidentes depuis le début de nos auditions. Première contradiction, un manufacturier, un fabricant d'automobiles a intérêt à en vendre le plus possible en mode solo comme à des transporteurs publics. Donc, contradiction dans le sens où plus l'individu achète la voiture électrique, moins le transporteur public aura l'occasion d'avoir une clientèle. L'enjeu au Canada, les régions éloignées, donc l'enjeu d'avoir une cohabitation entre le transport dans les grands centres avec des véhicules à grand volume, à grande capacité, versus le transport en région avec des véhicules qui sont de plus petite capacité parce qu'il y a moins de clientèle. La cohabitation aussi avec le transport public collectif et le transport privé commercial. Dans ce contexte-là, ce qui m'apparaît être un grand défi pour les acteurs des politiques publiques et des programmes qui en découlent, c'est d'avoir des politiques cohérentes où il n'y aura pas de contradiction entre la subvention à un individu qui achète un véhicule solo sous l'angle de la protection de l'environnement, donc un rabais là, mais en même temps, on en fait vendre plus dans ce sens-là, et sous l'autre angle, on vient compétitionner le transporteur public. Ma question, c'est, considérez-vous que présentement, les conditions sont en place pour que tous les développeurs de politiques publiques aux 3 niveaux de gouvernement au Canada travaillent ensemble dans des politiques intégrées qui vont associer les municipalités, donc les transporteurs publics canadiens, avec les transporteurs privés commerciaux? Et croyez-vous que vous serez là dans un échéancier qui va vous permettre d'arriver avant que trop de véhicules que vous appelez solo, donc privés, aient été achetés? Je vais te laisser. OK. C'est là. Merci pour la question. Au niveau de l'harmonisation et du développement des politiques publiques, je pense qu'un des éléments qu'on observe beaucoup en transport en commun, c'est qu'il faut devenir agnostique par rapport à dicter au niveau politique, par exemple, un choix de technologie par rapport à un autre. Ça, c'est une chose qu'on voit où on voit des politiques, vous avez mentionné, par exemple, les crédits d'impôt pour l'achat de véhicules électriques. Si on offre un crédit d'impôt pour un véhicule électrique à 100 000 $, il
il y a une question d'équité sociale qu'on doit se poser, puis l'impact. Est-ce que ça a vraiment un impact sur l'amélioration de l'environnement, par exemple, sur la réduction des gaz à effet de serre? Si on parle de politique publique, si l'objectif de la politique publique est de réduire les gaz à effet de serre, les meilleures solutions, c'est l'investissement dans le transport partagé, le transport en commun, ce qu'on appelle le fameux mobility pricing. Je suis désolé, on n'a pas l'équivalent en français, mais un prix à la mobilité, pour inciter un transfert modal de l'option de transport le moins durable à l'option de transport le plus durable. L'option de transport le plus durable, c'est pas le transport en commun, c'est la marche, c'est le vélo. Ensuite, c'est le transport en commun, ou que ce soit le transport de masse ou le transport dans les collectivités. Et c'est ce qu'on doit faire. Donc, les politiques publiques devraient être alignées sur l'objectif qu'on essaie d'atteindre. En ce moment, c'est pas nécessairement ce qu'on voit. Donc, ça, pour nous, c'est important. Et les politiques publiques doivent être élaborées sur la base de données probantes et d'études de cas à l'étranger. Puis, en ce moment, on parle beaucoup des données probantes. Par contre, on voit encore des politiques qui sont élaborées, qui ne sont pas basées sur les données probantes, qui contribuent très peu à l'atteinte de l'objectif. Et puis, il y a, je dirais pas un acharnement, mais il y a une continuité idéologique de dire, bon, on va continuer avec ces politiques-là. Donc, si vraiment on veut faire ça, on doit regarder les analyses, établir les objectifs qu'on veut atteindre, regarder les mesures de performance, suivre l'évolution et adapter les politiques publiques en fonction de l'objectif qu'on essaie d'atteindre. Donc, vous nous dites que présentement, il n'y a pas de travail en concertation, en intégration des différents acteurs des politiques publiques pour préparer l'arrivée du véhicule autonome à tous les niveaux. Bien, je vous dirais même, au-delà de ça, il y a très peu de réflexion, je trouve, puis c'est opinion personnelle, mais très peu de réflexion au niveau de comment on va adapter la société sur tout ce qui va être automatisé, pas seulement dans les véhicules, mais l'industrie des services et tout. Il y avait justement à la radio ce matin, on parlait de l'industrie des services, que ce soit au restaurant, que ce soit ailleurs. Il y a toute une frange de la société, des travailleurs qui, au cours des 10, 20, 30 prochaines années, risquent de perdre leur emploi. Et comment on se prépare comme société pour faire cette transition-là? Si je vous donne l'exemple, par exemple, juste en transport collectif, quand on parle d'électrification des véhicules, tous les mécaniciens doivent se reconvertir. Ce ne seront plus des mécaniciens, ça deviendra en gros des techniciens électroniques. Est-ce qu'on est prêt à faire ce virage-là et comment on se prépare comme société? Je trouve qu'en ce moment, on a beaucoup de débats sur la technologie. La technologie va évoluer parce qu'il y a les forces du marché. Donc, la technologie va évoluer, mais au niveau des politiques publiques, on doit réfléchir aux conséquences sociales de ces changements technologiques. Il inclut donc la planification de la main-d'œuvre. Absolument. Merci. Si je peux ajouter, encore là, on fait affaire. Lorsque l'industrie des technologies de l'information s'implique dans une autre industrie, le cycle d'innovation est bouleversé. On l'a vu avec l'industrie de l'hôtellerie, on l'a vu avec l'industrie du taxi, on l'a vu avec l'industrie du commerce au détail, on le voit avec toutes les industries où l'industrie des technologies s'implique et développe des services personnalisés et connectés. Et ça arrive maintenant dans le domaine des transports. Donc, l'industrie n'attendra pas après nous, après personne, pour amener ses produits. Et en effet, il va y avoir des cibles de croissance au départ. C'est comme le papier. Hein. Lorsque l'informatique est arrivée, on a dit, bon, le papier va disparaître. Bien, il y a eu une croissance de l'industrie du papier. Et là, ensuite, il y a une diminution. Et on a ce même risque-là. Donc, je retournerai un peu la question. Si on n'est pas prêt, mon commentaire, c'est que je crois qu'il y a l'urgence de mettre en place des mécanismes de préparation et de concertation pour bien recevoir ces changements-là qui peuvent arriver à moyen ou à long terme. Merci. Merci. Sénateur Cormier, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Alors, la plupart des questions que je souhaitais poser ont été posées. La plupart des réponses que je souhaitais recevoir ont été répondues. Donc, je vais essayer de poser une question qui va essayer de faire une espèce de synthèse, parce qu'en fait, l'arrimage entre les politiques publiques, entre le fédéral, les provinces et les municipalités semble pour moi un enjeu majeur. Ça l'est dans le domaine du transport, comme ça l'est dans énormément de domaines. Je suis, moi, d'une région rurale, donc je suis préoccupé sur l'impact et surtout sur l'appui que le gouvernement fédéral peut apporter pour
aider les régions, les municipalités à se préparer à tous ces changements. Vous n'êtes pas au gouvernement fédéral, mais si vous y étiez, vous avez parlé beaucoup de préparation. Quelles sont, à votre avis, les premières priorités? Vous avez parlé de projets pilotes notamment pour aider là, à se préparer, mais quels seraient, à votre avis, là, les mécanismes principaux qui devraient rapidement être mis en place pour qu'on puisse préparer les régions, particulièrement les régions rurales, à l'arrivée des voitures autonomes? La question est plutôt, pour quelqu'un qui est plus un opérateur, plutôt difficile. Moi, je vous dirais de favoriser justement un peu ce que M. Leclerc disait tout à l'heure, de favoriser les projets de démonstration, de favoriser les essais et les erreurs, de démystifier justement pour permettre aux populations aussi d'apprivoiser ce genre de véhicules-là. Je pense que c'est les éléments à mettre en priorité. On va y aller par tâtonnement parce que ce qu'on voit et ce qui va arriver est certainement différent. C'est probablement la seule certitude. Donc, il faut permettre de mettre en place des programmes d'essai. Il faut se permettre de faire des erreurs. Et je pense qu'il va falloir travailler avec les sociétés publiques aussi dans les grandes villes. Et oui, on l'a entendu à plusieurs reprises, dans le milieu rural, dans le milieu des régions plus éloignées, il faudra tout de suite commencer par des démonstrations quelconques, organiser des démonstrations pour en tirer le maximum dans l'ajustement des lois au cours des prochaines années. Au niveau des programmes, comme je vous dis, je ne suis pas quelqu'un tellement politique, quelqu'un impliqué dans les rouages, fait que j'ai laissé Patrick, je pense, prendre la relève avec le reste. Pour moi, déjà, une des étapes importantes a été franchie lorsque le comité a entrepris cette étude. On ne peut pas seulement attendre, comme je disais, on ne peut pas juste attendre que les États-Unis fassent toutes les études, notamment au Michigan, faire des projets pilotes, des tests et ensuite dire, lorsqu'ils auront développé leur réglementation, on harmonisera la nôtre. Parce que les objectifs poursuivis peuvent être différents. Je crois que le gouvernement pourrait, en parallèle ou de façon subséquente à la conclusion de votre rapport, entamer un grand chantier de réflexion au niveau des politiques publiques, où là, on aurait les municipalités, les provinces, le gouvernement fédéral pour voir les implications au niveau de la main-d'œuvre, les implications économiques, comment on va attirer les investisseurs également. En ce moment, les investisseurs, est-ce qu'ils vont venir au Canada dans un climat qui est très peu favorable pour l'investissement quand on regarde, parce que là, on parle du transport collectif. Moi, je parle vraiment de cet aspect-là. Il y a une règle aux États-Unis qui est le Buy America. Donc, les véhicules doivent être assemblés aux États-Unis avec l'assemblage final. Donc, si on veut attirer les investisseurs, toute l'économie qui viendra du secteur technologique ici au Canada. Donc, vraiment, je crois qu'un grand chantier s'imposerait où là, différentes questions pourraient être analysées. L'avantage, c'est que même si on est dans un horizon que de 5 ans, par exemple, si M. Lemay, dans 5 ans, on les a, on a un horizon de 5 ans, il faut se mettre au travail tout de suite. Et si, par exemple, dans 5 ans, parce que là, c'était vraiment au niveau de la technologie, donc c'est possible que la technologie, dans 5 ans, soit prête, mais le déploiement à grande échelle, même si ça débutait dans 5 ans, ça prendra un certain temps avant que ce soit partout. Donc, on a un peu de temps, mais il faut se mettre au travail tout de suite. Et ce chantier-là devrait regarder toutes les options possibles, puis ce qu'on doit entreprendre. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Final questioner, Senator McDonald. Dernière question, Sénateur McDonald. Monsieur Lemay, vous avez dit que votre entreprise a déjà exécuté 2 projets pilotes de démonstration à Montréal. Je voudrais savoir ce que vous avez appris de ces démonstrations. Y a-t-il eu des surprises? Oui, effectivement, le plus important enseignement tiré de cette expérience a été la réaction du public. L'un des tests courait sur 4 jours au stade olympique. Et c'était une navette entre le métro et le Biodôme. Et donc, les gens prenaient cette navette pour se rendre du métro au Biodôme. Et nous avons été surpris de l'ouverture d'esprit du public. Tout le monde était ravi. Alors, bien entendu, tout le monde voulait savoir en premier lieu si c'était sécuritaire. On a dit oui, c'est tout à fait sûr. En cas d'interface humain-machine, la machine s'arrête. Et figurez-vous que les gens se sont postés devant le véhicule pour vérifier qu'il s'arrêtait bel et bien. Et donc, nous pensons que ces véhicules seront très bien acceptés parce que les gens sont préparés, ils sont ouverts, ils ont hâte, en fait, d'essayer cette technologie. Et nous avons compris également qu'avec l'état de la technologie actuelle, si jamais il y a un changement dans le circuit,
d'un jour à l'autre. Par exemple, si un changement est apporté après la programmation, eh bien, il faut faire ralentir, voire arrêter le véhicule pour en tenir compte. Donc, le niveau 3 de technologie n'est pas le même que le niveau 5. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire au point de vue technologique, mais nous y arrivons. En fait, notre véhicule avait détecté un nuage de poussière et s'est arrêté. Donc, les sondes sont très sensibles. Et trop sensibles même. Et l'efficacité du véhicule et du logiciel sous-jacent devra être améliorée. Donc, du point de vue technologique, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais du point de vue acceptation sociale, nous y sommes déjà. En fait, l'acceptation sociale s'est faite beaucoup plus vite que prévu. Et c'était le cas dans les 2 projets pilotes. Merci, sénateur MacDonald. Je vous propose comme volontaire pour essayer la technologie d'arrêt de l'autobus demain. Monsieur Leclerc, Monsieur Lemay, we're looking forward to the automated vehicle demonstration tomorrow morning. Nous attendons avec intérêt la démonstration de demain matin. J'aimerais rappeler les honorables sénateurs que nous nous trouverons demain à 9h30 devant l'entrée principale de l'immeuble de l'Est. Et nous passons maintenant à huis clos pour discuter d'affaires